Bonjour, merci Julie. Enchantée. Moi, je suis Barbara Mouret. J'ai travaillé 15 ans en direction des ressources humaines et il y a quelques années maintenant, j'ai engagé une reconversion et donc j'ai une casquette aujourd'hui de psychopraticienne en thérapie brève et avec des spécialisations beaucoup autour de la parentalité, des souffrances scolaires, relationnelles. Je me suis particulièrement formée à la thérapie brève systémique de l'école de Palo Alto, mais vous découvrirez là, à travers certains cas cliniques, mon approche, l'approche que j'utilise. Et comme j'aime apprendre, et bien vraisemblablement, j'ai décidé aussi de m'inscrire de nouveau dans un cycle de psychologue du travail pour faire le lien entre mon premier métier et mon métier actuel. Donc moi, en tout cas, j'imagine que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous êtes hyper curieux et que le titre vous a interpellé, hein, Fratrie, ton univers impitoyable, et que vous êtes vraisemblablement soit des parents ou des beaux-parents. Donc bienvenue à vous, bienvenue à vous. Alors vous allez voir, il va y avoir plein de choses, ça va être assez dense. Je suis désolée parce que j'arrive pas à me limiter à chaque fois, c'est un problème. Je travaille là-dessus, mais donc l'idée, en tout cas, c'est que je regorge pas, je suis pas non plus une boîte à outils qui regorge de tout un tas d'astuces, même si vous pourrez, mais c'est vraiment aussi d'apporter des fois aussi un regard différent sur les situations et de voir. J'ai souhaité moi partager des situations qui reviennent le plus quand ça concerne la fratrie ou des fois le positionnement aussi du parent dans le cadre de familles recomposées. Ça a été mon intention. Donc, j'espère que ça répondra à vos attentes. Mais comme disait Julie, n'hésitez pas aussi à interpeller à travers le chat que je laisse Julie faire la porte-voix parce que je vais me concentrer quand même dans le cadre de ce webinaire. Est-ce que je commence à partager? Ouais? Allez. Dites-moi si ça va plutôt bien ou pas, comment ça ressort. Alors, attendez, j'aimerais le mettre en plein écran. Voilà. Donc, hop, ça fonctionne, c'est bon pour vous, Julie? Oui, oui, Ouais. c'est bon. C'est bon, Bon, eh ben merci. parfait. Allez, vous avez vu, je vous ai pas menti, le programme est assez lourd, donc on va reparler assez rapidement. Mais famille, quand on parle de famille, de quoi s'agit-il? Je reviens sur deux injonctions sociétales et ou parentales qui sont assez récurrentes aussi, qui sont nos enfants doivent s'aimer et donner pareil à chaque enfant. Je partagerai trois cas cliniques, apprendre à attendre, l'arbitre est forfait et l'herbe est plus verte ailleurs, je vais y arriver. Et effectivement, peut-être quelques points, des fois, pour faciliter une meilleure coopération ou une meilleure relation. Et on finira, comme l'a dit Julie, par échanger. Donc, quand on s'intéresse à la famille, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a toutes sortes de familles. Et donc, il y a toutes sortes d'interactions, parce que chaque interaction se fait entre deux personnes. Donc, il y a autant d'interactions que de personnes, et chaque interaction est unique. Et donc, on réagit tous différemment aux situations. Et parce qu'en fait, on perçoit aussi les situations de manière différente. Vous voyez, à travers cette image, eh bien, on a ce cône, et en fonction de l'endroit où on se place, eh bien, on va voir un rond violet ou un triangle orange. Et donc, face à une situation, on peut avoir deux regards différents. Et ce qui explique aussi pourquoi, parfois, quand il y a deux parents face à une situation, eh bien, on ne va pas tous réagir de la même manière parce que on ne perçoit pas la situation de la même manière et donc on ne ressent pas les mêmes choses. Et comme on ne ressent pas les mêmes choses, on ne va pas forcément agir et réagir de la même manière. Pour donner un exemple, par exemple, un enfant qui réagit quand son frère lui prend ses affaires, un parent pourrait dire c'est l'école de la vie, et un autre parent qui pourrait dire non, on ne règle pas les choses comme ça. Allez, avec un petit peu d'humour, j'ai repris, c'est pas très original, hein, mais sur les réseaux, La mère coupable, qui donnait une définition de la fratrie, hein. C'est un groupe d'individus angoissants qui ne cessent de prendre à partie leur maman ou leurs parents, leur père, en disant «Et quand c'est lui, tu dis rien, hein». Donc voilà, l'école de la vie, tout sauf ça, pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, ce qui est parfois pas du tout évident pour le parent, c'est de se dire, mais en fait, c'est quand même assez compliqué parce que la relation entre mes enfants, elle oscille en permanence, en fait, entre rivalité, complicité, partage. Et on peut se poser la question aussi, est-ce que tout ça, c'est utile?
eh bien, moi, je pense que c'est extrêmement utile, effectivement, et le fait que ce soit pas non plus toujours très linéaire, parce que ben, ça permet malgré tout de rentrer, d'entrer et de rentrer en contact, de se socialiser, de s'affirmer, de trouver sa place aussi, hein, de s'adapter. Et aussi, et je trouve que c'est un aspect pour moi très très important, c'est aussi tester les limites de l'autre et les siennes. Et ça, c'est aussi l'environnement dans lequel on évolue, hein. On a besoin un petit peu de toutes ces, de tous ces aspects aussi pour nous faciliter aussi pour les mises en relation. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se dire que bah, les querelles, elles font partie de la vie d'une fratrie, un peu comme les jeux, la complicité, les rires et les câlins, mais qui n'empêchent pas la construction même du lien affectif, quel qu'il soit. Mais ce qui est parfois difficile, c'est que ben, quand il y a rivalité, quand il y a friction, quand il y a querelle, eh bien, c'est que quelque part, bah, le parent, il est là. Et c'est hyper dur parce qu'il peut se retrouver dans tout un tas de rôles, hein. Moi, dans ce que j'observe dans le cadre des accompagnements que je réalise, pardon. Hop, si j'appuie en même temps, ça va pas aller. Donc, le parent qui va se retrouver à certains moments à devoir arbitrer, à devoir expliquer, à devoir consoler, répéter, menacer, étiqueter, punir, trancher. Et donc, à la fois, l'enfant peut osciller hein, dans différents aspects dans la relation avec son frère, sa sœur, mais le parent, bah, du coup, va aussi osciller dans tous ces rôles-là pour bah, souvent chercher un apaisement et souvent faire en sorte bah, que la relation s'apaise et qu'on ait moins besoin d'intervenir. Donc, c'était vraiment un bref focus un peu sur enfin, la famille, mais très rapide. Je vous parlais de deux injonctions sociétales. La première, hein, avec cette idée de nos enfants doivent s'aimer. Et c'est vrai que je rencontre moi de nombreux parents bah, qui sont assez à la fois bah, tristes, parfois choqués, parfois démunis face aux réactions de leurs enfants. Ils se demandent bah, comment ils peuvent se parler comme ça, c'est pas possible. Enfin, moi, je leur parle pas comme ça, c'est pas une manière de se parler. Je leur transmets un certain nombre de valeurs. Et avec cette impression que parfois, même que au sein même, enfin, entre eux, les enfants ne s'aiment pas forcément. D'autres se disent, bah voilà, euh, euh, depuis que son petit frère est là, ça va pas, qu'elle se sent pas bien, etc. Donc en fait, il y a une espèce de quelque chose qui est compliqué, souvent pour les parents, et qui est saisissant, quoi. Et je trouve que c'est une injonction qui est assez forte parce que c'est quelque part, ça induit quelque chose qui nous dit un peu la manière dont on doit aimer et aussi ressentir. Et ce que je remarque aussi hein, avec d'autres homologues, c'est que quand on insiste en fait pour que les frères et sœurs s'aiment, et ben en fait parfois quelque part on force d'une certaine manière cette relation et ils finissent parfois par se détester parce que nous intervenons et on reviendra dessus bien évidemment, hein. Et ce que je remarque par ailleurs, c'est que bah, quand on leur permet un peu d'exprimer aussi leurs sentiments négatifs les uns envers les autres, eh bien, ils finissent par s'aimer et en tout cas, la relation s'apaise. Donc, ce qui me paraît important à retenir dans le cadre de cette injonction, hein, cette idée que les enfants doivent s'aimer, mais je ferai du lien encore après hein, avec un cas clinique, plutôt que de vouloir que nos enfants s'aiment, nous pouvons leur transmettre les attitudes et les compétences nécessaires à toute relation, qu'elle soit affective ou non. Et une deuxième injonction, donner pareil à chaque enfant. Et c'est vrai que ça met aussi le parent des fois dans une situation extrêmement complexe, également d'épuisement, parce que il y a des sollicitations. Et parfois, bien, si on est dans l'idée de toujours donner pareil, eh bien, en fait, ce qu'on remarque également, c'est que enfin, les enfants n'ont pas besoin d'être traités également. Ils ont besoin surtout d'être traités de façon distincte en fonction de leurs propres besoins. Et donc, quand on s'évertue parfois à vouloir absolument donner pareil, ben, c'est pareil, on est aussi en décalé. Et donc, d'où l'importance de plutôt démontrer un amour égal. Démontrer un amour égal, c'est difficile, mais aimer chacun de façon spéciale. Et c'est beaucoup plus à notre portée hein, que d'essayer de répondre. Si je caricature, ou je montre avec un exemple, par exemple, un enfant bah, il y en a un peut-être un qui va vouloir beaucoup de frites et l'autre un petit peu moins, quoi. Donc, est-ce qu'on donne tout pareil, le nombre de frites par principe, ou est-ce qu'on se dit, bah, on interroge, est-ce que tu veux seulement quelques frites ou en veux-tu beaucoup? Euh, euh,
ou dans le cadre des fois de la scolarité qui peut être un peu stressant, parce qu'il y a des enfants qui ont un peu besoin de plus d'être soutenus et d'autres un petit peu moins. Et donc, par exemple, bah, je sais que je passe beaucoup de temps avec ton frère pour son exposé, c'est très important pour lui, mais dès que j'aurai terminé, est-ce que toi, tu peux me dire, tu pourras me dire ce qui est important aussi pour toi? Et comme ça permet aussi aux parents de repartir aussi de ce qu'attend son enfant plutôt que d'être dans cette roue un petit peu incessante de vouloir répondre à des besoins qui ne sont parfois pas exprimés et pas exprimés, pardon. Donc, je vais vous partager trois situations. Avant, je vais introduire un petit peu les choses. À la fois, je vous parlais en introduction en présentant eh bien, le fait que moi, je m'appuie sur l'approche systémique de l'école de Palo Alto. Alors, ce sont des mots des fois bien barbares, mais c'est une approche qui met la relation et les interactions au centre de l'analyse. Donc les interactions vis-à-vis d'un tiers, d'une autre personne, mais les interactions vis-à-vis de soi-même, parce que quand je fais, quand je vois, j'observe des choses, il se passe quelque chose, il se passe des choses en moi, donc ce sont des interactions plutôt internes, mais qui existent. Et donc la systémie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'en fait, quand on vient me voir, c'est que généralement on a un problème, on est en souffrance, et que souvent, on a déjà tenté de mettre un certain nombre euh, de choses en place pour apaiser la situation. Ce que j'appelle, moi, avec ma petite flèche rose, la tentative de solution. Et ce que l'on peut observer, c'est que parfois, c'est bien souvent ce qui a été mis en place hein, pour résoudre le problème qui, plutôt que de l'apaiser, renforce et l'aggrave. Donc, la systémie, c'est d'essayer de comprendre ce que les gens font. Donc, on questionne beaucoup dans l'ici et maintenant, et pour essayer de proposer une solution à l'opposé, ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Donc, dans le cadre, eh bien, euh, au sein de la famille, d'une fratrie, bah, réduire les disputes, à la fois, nous sommes tous acteurs, mais avec cette idée aussi pour le parent de se dire, est-ce que j'agis, est-ce que je réagis, et qu'est-ce que je mets en place, hein. Euh, et en tant que parent, réfléchir et d'observer, en fait, est-ce que que je mets en place, la manière dont je réagis, permet d'apaiser la situation? Si oui, est-ce que ça l'apaise de manière durable? Si je suis obligée de réintervenir une heure après, une manière récurrente, etc., c'est à questionner. Et pour essayer aussi de comprendre ce qui déclenche hein, votre intervention ou votre non-intervention. Et de voir aussi, se poser la question, qu'est-ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas intervenue dans le cadre peut-être d'une querelle entre un frère, une sœur ou deux sœurs, est-ce qu'il y a des risques? Et encore une fois, se questionner, voilà, comment ça se termine et ça marche pour combien de temps, en fait, mon intervention, hein. Parce que, encore une fois, il y a des fois après, on est comme pris dans un cercle vicieux et on va essayer de décrypter avec différentes situations. Et en sachant que quand le parent, il intervient, bien à la fois, il y a des retours qui sont très explicites, mais ça génère de l'implicite, des messages implicites que les enfants perçoivent et en fonction du rôle dans lequel ils sont dans la situation, eh bien, ça peut nourrir aussi quelque part des fois bah, une envie un peu de vengeance en se disant on m'écoute pas, etc. Donc je vais reprendre quelques exemples là, qui sont mentionnés sur la slide, mais euh, qui a commencé, quand le parent intervient en demandant qui a commencé, dites-moi la vérité. C'est elle, je voulais seulement, c'est lui, je voulais seulement. Et un des enfants pourrait se dire, elle ment toujours devant maman et vice-versa, ce qui fait que bah, sur le coup, on a l'impression d'intervenir, de clarifier les choses, sauf que bah, sans le vouloir, on a envoyé un message implicite qui va remettre de l'eau au moulin, comme on dit. De la même manière, ça ne m'intéresse pas d'écouter vos histoires, il faut que ça cesse. Et les enfants qui pourraient dire, laisse-moi au moins t'expliquer, écoute ce que j'ai à dire. Et de manière implicite, le message, c'est pas juste, elle ne m'écoute jamais à cause de lui, à cause d'elle, encore une fois, qui peut alimenter. Un retour explicite qui peut souvent être fait aussi par les parents, hein, tu es grand, tu es trop grand pour ce type de jouet, laisse ta sœur et trouve autre chose. Mais papa, c'est pas juste. Papa prend toujours ma défense. Et l'enfant qui pourrait dire intérieurement, papa prend toujours ma défense hein, pour l'enfant qui a été soutenu. Et pour l'autre enfant, papa prend toujours sa défense. Vous voyez bien un peu le mouvement. Pourquoi ne pas partager? Ça serait plus amusant. Il y a des enfants qui, des fois, pour tout un tas de bonnes raisons, bah, je ne veux pas partager, je veux faire mes propres objets. Et donc, l'enfant qui aurait gain de cause parce que bah, pourrait jouer avec son frère ou sa sœur qui n'était pas, pas OK pour ça initialement, bah, pourrait se dire bah, trop bien maintenant, il doit me laisser jouer avec, quoi. Hein, ça lui a imposé.
Donc on voit que bah, dans les bonnes intentions, eh bien, ça peut nourrir hein, vraiment aussi ben, un ressassement ou cette eau du moulin qui alimente des fois aussi les querelles qui vont se régler à un moment donné. Donc c'est vrai que c'est hyper dur quoi, de dire bah ouais mais bon moi en même temps mes enfants ils sont en train de se déchirer, ils sont en train de se quereller, ça fait du bruit et c'est vrai que c'est pas si simple de rester en dehors. Donc là moi je vous propose quelques pistes avec cette idée que bah, il est aussi important de reconnaître la colère que ressent chaque enfant l'un envers l'autre. Et là, par exemple, avec une phrase type « Et vous avez l'air fâché l'un contre l'autre plutôt que d'essayer de faire en sorte tout de suite qu'ils se réconcilient, qu'ils soient en osmose. Hein. Euh, L'important, enfin des fois, parfois, hein, d'écouter la version de chacun. Et parfois, encore une fois, ça aide, mais parfois, on verra que ça ne fonctionne pas forcément. Euh, et donc, c'était ton idée de jouer à la pâte à modeler. Et quand tu as vu ta sœur faire des objets, tu as eu envie de jouer aussi avec. Démontrer votre compréhension du défi hein, que représente ce problème. Je vois, c'est compliqué. Deux enfants qui veulent jouer à la même chose en même temps. Pour aussi laisser la possibilité aux enfants de s'investir dans la résolution de leurs difficultés. Exprimez votre confiance en leur capacité de trouver une solution acceptable pour tous les deux. J'ai confiance que si vous y réfléchissez ensemble, vous trouverez une solution qui sera juste pour tous les deux. Et on peut aussi quitter la pièce, mais en indiquant d'une certaine manière, je vais être occupée, je vais lire mon livre pendant que vous réglez ça. Si les enfants ne savent pas comment s'y prendre, faites alors des suggestions. Vous avez peut-être envie de jouer chacun votre tour ou jouer ensemble. Parlez-en, vous saurez quoi faire. Et c'est cette manière aussi d'intervenir, c'est une manière aussi très responsabilisante dans le cadre de la relation entre les enfants. Je vous ai dit que ça allait être dense. Hein. Donc, les disputes, dans le cas des disputes, intervention du parent, parfois, effectivement, on laisse faire. Parfois, comme je disais précédemment, on peut intervenir et ça peut générer aussi de l'implicite. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi important, bah, parfois, être parent, je dis souvent, c'est aussi renoncer à ce que nos enfants soient toujours contents et qu'on arrive à trouver un consensus. Parfois, ce n'est pas possible. Et si la solution, elle s'envenime, eh bien, on peut annoncer le fait de dire, voilà, moi, je vais faire quelque chose qui va pas du tout vous plaire, qu'un de vous deux va pas du tout aimer, mais je vais décider qui aura quoi. Et on sait que là, on va créer certainement de l'énervement, de l'agacement, une colère de la part de l'autre enfant. Et donc, c'est du coup à ce moment-là qu'il faut être prêt aussi à renoncer, que l'enfant soit content, parce qu'on a pris une décision, effectivement, qui peut être compliquée, mais qu'il faut assumer. Tu vas pouvoir continuer à jouer à la pâte à modeler. Et toi, par exemple, tu viens avec moi et tu me tiens compagnie hein, quand on veut aussi couper court à une situation qui s'envenime. Et avec cette idée de ce soir après le dîner, nous aurons besoin de nous parler, nous devons discuter des règles pour savoir quoi faire quand une personne joue à quelque chose et que l'autre veut y jouer aussi. Je reviendrai sur ce dernier point dans le cadre du cas clinique pour illustrer. Hein. Enfin, ça va être maintenant d'ailleurs. Avec cette idée, ce cas clinique que j'ai appelé Apprendre à attendre. Donc là, il s'agit d'une maman qui vient me voir, qui a deux enfants, Lucie, 4 ans, et Léo, 6 ans. Et elle m'explique que cette maman, que c'est très compliqué entre ses enfants, que tout le monde se retrouve à crier et qu'elle est littéralement épuisée. Alors la maman me fait une demande qui est qu'elle souhaite que ses enfants s'entendent bien. Je lui explique alors que malheureusement, je n'ai pas cette capacité. Et que j'imagine d'ailleurs qu'elle a dû essayer de mettre en place un certain nombre de choses pour que ses enfants s'entendent bien et qu'elle ait moins besoin de crier. Et que du coup, bah, si j'allais dans ce sens-là, je risquerais moi-même en fait un peu d'échouer dans cette perspective, puisque elle me confirme avec un petit sourire qu'elle a déjà essayé déjà pas mal de choses. Donc moi, je lui demande alors, je questionne beaucoup ce qu'elle a déjà, de me raconter les dernières situations qu'elle a vécues. Euh, pour bien comprendre et bien reformuler comment la manière dont je peux l'accompagner. Et donc, ça demande, du coup, s'orientera plutôt sur apprendre aux enfants à avoir des ressources pour poser leurs propres limites et les faire respecter sans forcément une intervention du parent. Je vais vous décrypter avec ces flèches qui illustrent un petit peu la situation de ce que je comprends, de ce que cette maman m'explique dans les situations. C'est que, on voit là sur le côté en jaune,
elle a quelque chose qui est très fort parce qu'elle se dit, bah, c'est important que mes enfants se respectent, ce que, globalement, ce qu'un peu chaque parent peut attendre, hein. Nous les élevons dans le respect et le partage. Mais ce qu'elle fait ne fonctionne pas et donc elle se dit, mais c'est pas normal, ça alimente aussi, elle se dit que c'est pas normal que ses enfants se disputent, quoi, parce que c'est pas, ça va pas du tout dans le sens de ce qu'elle souhaite, hein, pour ses enfants. Et donc, en fait, eh bien, donc du coup, cette situation, bah, la rend très triste, très en colère, et puis elle s'épuise, hein, elle est fatiguée. Et donc, je lui demande ce qu'elle fait. Bah, elle me dit, bah, elle répète sans arrêt qu'il faut partager. Puis elle finit par crier, par punir. Elle me dit des fois, voilà, enfin, j'ai essayé de rester calme, j'ai essayé de rien dire, mais en final, ça finit par exploser. Elle anticipe des fois aussi les conflits. Elle rappelle des consignes, l'idée de se prêter les choses, et en disant que c'est hyper important, on règle rien avec la violence. Et elle est aussi dans l'anticipation des conflits en achetant des fois des jouets en double, bah, pour les éviter, ces fameux conflits. Et en réaction, eh bien, en fait, ce qui se passe, et ce qu'elle fait donc avec l'aîné, Léo, qui a 6 ans, elle lui dit, tu es le grand frère, il faut que tu montres l'exemple. Et parce qu'elle est encore petite. Et lui, ce qu'il dit, mais c'est pas juste parce qu'en fait, c'est elle qui me dérange, en fait. C'est elle qui vient casser ce que je suis en train de faire et enfin, j'en ai marre, en fait. Et du côté de Lucie, et donc entre eux, hein, entre Léo et la petite flèche violette, hein, entre Léo et Lucie, en fait, voilà, c'est à moi, il s'arrache les choses, il s'abîme, il jette les choses, il se gêne quand l'un joue à quelque chose, ça fait du bruit, ça marche dessus. Et puis Lucie, elle dit à sa maman, aide-moi maman, il m'a fait mal. Et elle attend de voir aussi comment sa maman va prendre sa défense, parce qu'elle sait que c'est la petite dernière, parce que on rappelle souvent à Léo que c'est lui le grand frère. Et donc Léo et Lucie, quand la maman répète, punit, elle crie, etc., en face, bah, eux, ils continuent à alimenter le moulin en disant, il m'a pris mon jouet, elle m'a abîmé mon dessin, j'en ai marre, c'est elle qui m'a cassé mon jouet. Il y a des pleurs, il y a des cris. Ils sollicitent beaucoup leur maman pour résoudre leurs difficultés en se disant que tout ça, ce n'est pas juste du tout. Et en particulier Léo, d'ailleurs, qui est pas mal là-dessus. Pour simplifier un petit peu le schéma interactionnel, eh bien, en fait, cette maman, elle cherche à leur transmettre des valeurs, hein, de vivre ensemble, de partage, de non-violence, mais qui restent assez conceptuelles, en fait, pour ses enfants. Et donc, l'idée, ça a été de transmettre aussi des ressources un petit peu plus concrètes pour que Léo et Lucie puissent aussi se responsabiliser dans leur relation. Donc, dans un premier temps, j'ai demandé à cette maman d'observer toutes les situations où elle râlait après ses enfants car ils n'avaient pas réussi à résoudre seuls leurs problèmes. Et je lui ai demandé également d'observer toutes les situations où Léo devait être un grand frère exemplaire. Et donc, ce que je vous ai fait voir en schéma interactionnel, c'est ce qui a permis, hein, cette observation, de compléter le schéma précédemment. Et donc, j'ai proposé à cette maman, pardon, de jouer les situations. Mais de reprendre uniquement les situations qui ont posé problème, et sans chercher d'ailleurs à les résoudre de suite, hein. Et de jouer ces situations à un moment où tout va bien, parce que on imagine bien que quand ça a déjà bien frictionné, etc., on n'a pas envie de revenir dessus. Les deux parents, hein, se sont associés aussi d'ailleurs à la démarche, ils ont aussi joué pour reprendre les situations, encore une fois, qui posaient problème aux enfants, pour les jouer et voir comment on pouvait aussi euh, euh, peut-être fonctionner différemment. Les situations qui se répétaient le plus, c'était un enfant qui prend un jouet à l'autre alors que l'autre joue avec, bien évidemment. Et là, ça a été d'essayer d'amener à formuler, en fait, tout simplement d'apprendre aussi à mettre des mots, parce que de pouvoir dire, quand tu auras terminé, est-ce que tu pourras me le prêter? Hein, parce que souvent, en fait, on passe pas par le langage, on passe par le geste, et le geste entraîne une escalade qui fait que ça finit pas hyper bien. Et, ou d'apprendre à dire, voilà, j'ai très envie de faire ce que tu fais, et à quel moment pourras-tu me laisser faire? À quel moment je pourrais moi aussi jouer? Et puis, quand on est un peu impatient aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que l'autre libère le jeu? Et les parents, quand ils ont fait jouer ces petites aînettes et en essayant de mettre tout simplement des mots très simples pour temporiser, ils se sont rendus compte que les enfants lâchaient même plus rapidement le jeu qu'ils avaient entre les mains, celui auquel ils s'accrochaient quand on lui aura arraché. Là, quand on disait ah moi aussi j'ai très envie, quand tu auras fini, tu pourras me permettre, eh bien ça facilitait cette transmission et le fait d'accepter que l'autre joue avec. Alors en parallèle, il y a eu autre chose qui a été fait pour Lucie, qui était la petite dernière. Sa maman, hein, c'est en particulier sa maman qui est intervenue de cette manière-là,
a annoncé à sa fille, alors elle s'y est préparée, hein, mais en la responsabilisant aussi sur ce qu'elle faisait avec son frère. Et elle lui a dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'intervenir, car j'ai l'impression que je ne suis pas toujours très juste et que tu commences à savoir parfaitement ce qui embête ton frère. Et tu sais d'ailleurs que ton frère a beaucoup de force, hein, parce que c'est pour ça que des fois elle se retrouvait à venir pleurer, parce que son frère lui avait fait mal. Donc tu sais que ton frère a beaucoup de force, alors si tu continues à faire quelque chose que ton frère n'apprécie pas, il risque de finir par te faire mal. Mais c'est toi qui vois si tu prends le risque d'avoir mal ou d'écouter les limites de ton frère. Et de la même manière, hein, conjointement aussi avec le fait d'avoir joué les situations, eh bien, la maman, Lucie est revenue plusieurs fois, mais restait sur une posture de lui rappeler en disant, voilà, je suis vraiment désolée parce que c'est vrai que ton frère a beaucoup de force et quand on l'embête, bah, parfois, il n'arrive pas à se contenir, je suis vraiment désolée. Et donc la maman, enfin, elle n'a pas repris en charge les premières difficultés de Lucie, parce que Lucie, de manière spontanée, malgré cette annonce, est revenue voir sa maman. Et en fait, eh bien, petit à petit, Lucie a moins sollicité sa maman et a fait en sorte aussi eh bien, de moins taquiner son frère, puisqu'il y avait aussi moins d'explosions par rapport à ça. Et donc, d'une certaine manière, quand on redéfinit les lignes, en tout cas dans cette situation-là, bah, ça permet aussi d'apprendre à attendre, à formuler, à respecter l'autre et aussi avoir moins besoin de son parent pour gérer les situations. Et ça permet pour moi aussi quelque chose d'essentiel, hein, de se confronter au risque que lorsque l'on n'entend pas la limite de l'autre, eh bien, il y a des conséquences. Parfois, effectivement, on dit au grand frère ou à la grande sœur, c'est à toi de te contenir, etc. Mais quand on vient piquer, 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 ben, ça finit par exploser. Et ce qu'on voit, c'est juste l'explosion. Alors quand on responsabilise tout le monde, eh bien, ça se rééquilibre aussi. Je voulais vous partager une autre situation que j'ai appelée l'arbitre est forfait. Là, c'est une situation, deux ados, Djibril qui a 13 ans et Noam qui a 15 ans, et il y a un petit dernier qui a 5 ans. Je reçois les deux parents dans ce cadre-là. Je reçois un papa qui est très inquiet parce que il voit bien, enfin pour lui, ses enfants ne s'aiment pas, parce qu'ils se provoquent et se cherchent en permanence. Et lui, du coup, il se retrouve à intervenir beaucoup. Alors, ce papa m'explique que lui, il a grandi avec une jumelle et un plus jeune frère qui était atteint de trisomie 21. Et il me dit, nous, en fait, on a toujours été extrêmement solidaires, en fait, entre nous, et on faisait front et on a tout fait, parce qu'en plus, notre jeune frère, il est parti très vite en institution, mais à chaque fois qu'il revenait à la maison, on se soutenait, on faisait tout ensemble, et c'est hyper important, parce que la vie, des fois, elle est dure, quoi, donc il faut s'aimer, il faut partager, il faut se soutenir. Euh, pour lui, c'est important, voilà, c'est quelque chose d'important et sans doute, c'est effectivement, ça peut l'être, quoi. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la perception des situations, à ce moment-là, moi, j'ai une maman qui, elle, est plutôt un peu OK avec ce qui se passe, parce que bah, elle n'a pas forcément grandi dans le même environnement et elle se rend compte que, bah, oui, ils cherchent, ils se provoquent, mais ça s'équilibre plutôt bien. Ça s'équilibre bien. Il n'y a pas de déséquilibre. On est vraiment sur ce qu'on appelle une escalade symétrique, quoi. Et donc, elle est surtout fatiguée d'entendre l'arbitre, hein, le papa, intervenir, mais du coup, voilà, du coup, les deux ne se comprennent pas face à cette situation, mais enfin, le papa, du coup, c'est plus lui qui est en demande dans le cadre de la consultation. Donc, moi, je verrai ni Djibril ni Noam hein, dans le cadre de cet accompagnement, uniquement les papas, les parents avec le travail plus particulièrement fait avec le papa. Donc, ce qui m'explique, voilà, pareil, je lui demande d'observer un peu les situations, que je comprenne bien ce qui se passe. Avec lui, voilà, cette vision du monde que mes ados doivent s'aimer. Et donc, il m'explique qu'il contient beaucoup les disputes, les coups, qu'il propose des moments de partage, et il est sans cesse, en fait, en train d'arbitrer les conflits. Et en retour, eh bien, Djibril et Noam se tapent dessus. Donc, ce qu'on peut qualifier, donc ce que fait le papa, contenir les disputes, les coups, et ce qui a été proposé à ce papa et qui a été, dans un premier temps, assez difficile, mais il a suivi le mouvement, ça a été aussi d'autoriser les coups. Je vais vous expliquer un petit peu plus. La première étape avec ce papa, c'était aussi de lui dire, si quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, avec tout ce que vous avez déjà mis en place, vos deux aînés auront toujours une relation conflictuelle. Qu'est-ce que vous feriez de différent à partir de maintenant?
Et si je pose cette question à ce papa, c'est qu'effectivement, on voit bien que tout sauf que cette relation continue à être si dégradée, etc. Il faut absolument qu'ils s'aiment, quoi. Il y avait vraiment cette injonction très forte. Et dans un premier temps, d'ailleurs, ce papa me dit ce qu'il ferait différemment. Ben, en fait, il continuera à faire exactement ce qu'il est en train de faire. Et donc là, je mets en lumière que je peux comprendre, mais que vraisemblablement, ça ne fonctionne pas. Et donc, il me dit, effectivement, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que j'arrête, en fait. Il faut que j'arrête d'intervenir. Ce que fait ma femme, ça m'agace, mais en fait, je me rends compte que c'est peut-être elle qui a raison. Et donc, à ce papa, je lui ai filé aussi la métaphore du ring de boxe. Euh, je lui ai proposé de faire une annonce à ces deux ados, euh, en leur disant, bah, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous disputer tous les deux. Je voulais dire que c'est OK pour moi. Par contre, maintenant, c'est sans moi, c'est sans nous, parce que en fait, c'est ça qui est un petit peu difficile, quoi. Ça gâche un peu nous, nos moments de tranquillité. Du coup, si vous avez besoin de régler vos comptes, si c'est pendant le repas, vous pourrez sortir de table et aller dans la salle de bain pour régler les choses avec vos propres règles. Si c'est un autre moment, vous allez dans la chambre de l'un ou de l'autre et fermez bien la porte ou retrouvez-vous dans la salle de bain. Mais en tout cas, ce qu'on veut, nous, c'est ne pas vivre vos disputes incessantes parce que c'est hyper fatigant. Mais je comprends que quelque part, vous ayez besoin de régler vos comptes parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et donc, je file la métaphore du ring de boxe, hein, où il y a cet arbitre qui est présent, qui est le papa, et ce qui fait que quand l'arbitre est présent, eh bien, en fait, quand on est sur le ring, les boxeurs, eh ben, ils lâchent leurs coups. Mais par contre, quand ils sont à l'entraînement, quand le arbitre n'est plus là, eh bien, de manière assez paradoxale, ils contiennent les coups. Et donc le papa a accepté, soit il pouvait continuer à faire ce qu'il faisait, mais il a accepté de faire cette annonce à ses ados. Et ce qu'il a constaté assez rapidement, eh bien, c'est que bah, du coup, lui était déjà beaucoup moins épuisé et que quelque part, eh bien, le fait de ne plus intervenir bah, générait l'inverse de ce qu'il avait pu imaginer jusqu'à présent, c'est que en fait, la relation s'est apaisée. Euh, et, euh, et du coup, il a été extrêmement aussi soulagé. Donc l'idée aussi, hein, c'est de développer des ressources, apprendre à gérer des situations conflictuelles, hein, c'est utile pour toute la vie. Et la fratrie, c'est un bon environnement aussi pour s'y préparer. Donc voilà pour les deux premières situations qui ont été accompagnées, qui reviennent, hein, je le dis vraiment vraisemblablement, régulièrement, pardon. Euh, et d'ailleurs, je voulais vous faire une précision parce que je ne l'ai pas noté sur la slide, mais je parle à deux reprises de la salle de bain avec cette idée de glisser aux parents, bah oui, la salle de bain, ça peut être un peu plus pratique parce que s'ils portent vraiment les coups, eh bien, s'il y a un petit peu de temps, ce sera un petit peu plus facile à nettoyer. Euh, Plutôt que sur un mur de peinture. Vous allez me trouver extrêmement cruelle, je le sais. Je parlais en introduction, effectivement, aussi dans le cadre des familles recomposées. euh, et j'ai appelé ce cas clinique l'herbe est plus verte ailleurs. Donc là, c'est un papa qui m'explique que lui, quand il récupère ses enfants, bah, ça va pas du tout. En fait, hein. Avec cette idée qu'avec leur maman, ils font un peu ce qu'ils veulent. Du coup, lui, quand il les récupère, bah, il doit gérer un peu plus de conflits entre les enfants, avec lui. Et du coup, il sollicite beaucoup son ex en lui disant, voilà, comment ça se passe et tout. Bah, elle lui dit que ça va plutôt bien, quoi, que c'est plutôt cool, ça se passe plutôt bien. Et lui, il dit, ouais, mais ce serait quand même bien qu'on essaie d'appliquer un peu les mêmes règles, quoi, communes. Ce serait plus simple pour elle et ce serait plus cohérent. Et bah, cette maman dit, OK, quoi, en fait. Et lui, ce qu'il constate, c'est que rien ne change. Donc, ça le met un peu monter en pression quand même. Et puis, il me dit, enfin, plus je fais ça, plus ça paraît, ça s'empire, quoi, en fait, hein. Il dit, c'est presque devenu un peu comme un jeu. Et puis, j'ai l'impression que les enfants, bah, ils ont compris un peu ce qui se passait, ils en jouent, quoi. Et puis, il m'explique aussi, ce papa, que bah, parfois, comme les enfants, ils exagèrent un peu, et bah, il les reprend, et puis il leur dit, bah voilà, puisque vous avez l'air de dire que c'est beaucoup mieux chez maman, bah, vous avez qu'à y aller, quoi, en fait, vivre chez leur mère. Et puis vivre avec votre mère, et puis avec l'autre monsieur, quoi. Cet autre monsieur, c'est leur nouveau beau-père, Pascal. Et donc, il me dit aussi, quand je décrypte les situations, il me dit, en fait, ce qui me pose aussi problème, c'est que ben, mes enfants, ils sont pas toujours très, très francs.
Il a l'impression que même ça se ligue un peu contre lui, donc il est de moins en moins à l'aise. Donc à la fois, il est de plus en plus en demande que la maman change de comportement, fasse en sorte qu'il soit aligné. Et en même temps, il sent qu'il y a des choses dans la relation qui s'effilochent avec les enfants. Alors je suis désolée, c'est la journée des métaphores, hein. Et donc, je lui ai partagé cette métaphore des deux prés. Imaginons que vos enfants soient dévots, hein. Pour la garde partagée, bah, deux prés sont côte à côte et c'est bien plus pratique. Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder au-dessus de la clôture, le pré d'à côté n'est pas aussi bien que le vôtre. Vous avez beau vous époumoner, personne ne vous écoute dans le pré d'à côté. Voire, pire, toute l'énergie est mise pour faire pousser une haie encore plus haute, pour repousser vos interventions. C'est effectivement tentant de lancer un petit peu de terreau de manière discrète, hein, en faisant en sorte qu'on ne se rende pas compte que vous en êtes à l'initiative. Bon, à l'évidence, on est dans la situation où vous ne pouvez pas vous occuper du pré l'un de l'autre, et même si vous tentez de me lancer, hein, parce que c'est un peu ce que cherchait le papa à faire en me mobilisant et en me faisant intervenir même auprès des filles, en tant que psychopraticienne, bon, bah, ça serait forcément visible. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit avoir ça. Alors, il y a quelque chose à. J'essaye de prendre mon ordi puis voir si Non, ça va être trop compliqué. On sera à la fin du Et- webinaire by that time. Excusez-moi, vous avez un micro qui Je est suis allumé. fatiguée. Et oui, c'est le problème. Bon, du coup, je continue. Mais effectivement, à la fin du webinaire, il y aura possibilité d'échanger, de rebondir. Euh, Et donc, je dis aujourd'hui, la seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, bah, c'est votre prêt, cher papa, hein. Et effectivement, avec cette idée, OK, vos enfants, ils sont dans des positions intenables, hein. D'un côté, bah, ils adorent leur père. Et de deux, ils voient bien que ça vous fait de la peine que leur maman refasse sa vie et qu'ils aient un beau-père. Mais en même temps, ils apprécient aussi leur beau-père. Et ils reçoivent le message qu'ils ne doivent pas forcément l'aimer parce que ça rend triste papa, quoi. Et donc, j'explique à ce papa que s'il souhaite qu'il ne soit pas pris, hein, les enfants, dans un conflit de loyauté, bah, qu'il peut apporter un changement, hein. Et c'est avec cette idée que c'était à lui de les autoriser à passer dans le pré d'à côté, même s'il savait il n'était pas aussi bien que son pré à lui. Donc, il a lui aussi fait une annonce à ses enfants. Il a expliqué à ses enfants ben, qu'il y avait eu un énorme malentendu, hein. Il a dit, si je n'aime pas forcément Pascal, il cite le monsieur, je suis content que vous passiez des bons moments avec lui, vous avez le droit d'apprécier votre beau-père. Et en même temps, je demandais au papa de s'empêcher de lever les yeux au ciel, de souffler quand il entendait parler de Pascal et d'arrêter de sous-entendre qu'il était un petit peu nul, parce que de manière implicite, c'est ce qu'il faisait. Et en fait, bah, c'est pareil, ça s'est arrêté et les enfants ont eu moins besoin de parler de leur beau-père parce qu'en fait, de manière assez paradoxale, les enfants parlaient de leur beau-père non pas pour le mettre en rivalité avec leur propre papa, mais vraisemblablement plutôt pour dire que bah, maman, elle était quand même avec quelqu'un de bien et que c'était bien pour eux, quoi. Et ça a généré l'inverse. Et donc, le fait que le papa ait autorisé aussi bah, cette relation d'une manière, pour le coup, implicite, eh bien, les enfants ont eu moins besoin d'en parler et le papa s'est repositionné dans son pré et a été beaucoup plus à l'aise. Pardon. Je refais un autre petit focus sur la notion, enfin voilà, quand une famille se décompose, recompose, recompose, suite à un changement familial et d'autant plus quand on en est à l'initiative, eh bien, on a envie de faire en sorte que personne ne souffre, d'anticiper presque les problèmes. Euh, et c'est vrai que, un peu comme quand on jette un caillou dans une mare, en fait, moi, ce que je dis parfois, c'est qu'il est important de ne pas se précipiter, qu'il faut aussi laisser du temps. Parce que quand on jette le caillou dans la mare, dans un premier temps, on ne voit rien. C'est vaseux, la vase remonte, on y voit plus clair. Et quand on laisse un peu cette vase retomber, eh bien, on essaie de voir ce qui reste. Et on regarde un peu l'équilibre qui s'est mis en place, en fait, de manière naturelle. Et c'est à ce moment-là, une fois que, eh bien, on a déjà expérimenté un peu cette vie de famille élargie, qu'on peut essayer de voir s'il y a des équilibres ou pas, en fait, hein. Et quand je parle d'ailleurs des équilibres ou pas, quand on parle d'équilibre, moi, je ne parle pas forcément d'harmonie, hein, euh, euh, mais, euh, mais cette idée de comment réussir à que chacun trouve sa place aussi. Donc voilà les trois
cas que j'ai souhaité partager, qui font du lien aussi avec ce que je disais en amont. Euh, alors, bien que je vous disais que j'étais pas une boîte à outils, et ça fait aussi du lien avec des situations que je vous ai exposées, eh bien, il peut y avoir des fois des petites astuces de coopération, hein, des fois les jeux de rôle, le fait de jouer le rôle de l'autre, son propre rôle, d'expérimenter, d'associer des fois aussi les parents, etc. Ça permet aussi eh bien, de vivre aussi et de ressentir les choses et des fois de se réajuster, hein. Des fois de rejouer, comme je disais tout à l'heure, de rejouer des scènes qui peuvent être compliquées dans le quotidien où généralement on passe beaucoup par le contact, hein, sans mettre de mots. Et réfléchir à l'autre aussi, hein, le fait de, si tu te trouvais dans cette situation, qu'est-ce que tu pourrais faire? Euh, des idées des fois de jeux collaboratifs avec cette idée donc marque de points, des points entre guillemets quand chacun s'entraide. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, les parents qui me disent ouais mais le matin c'est la galère au moment de s'habiller etc. C'est compliqué. Eh ben on peut très bien proposer un jeu où c'est des enfants qui disent voilà aujourd'hui combien de temps tu mettrais pour vous décider de vous mettre, enfin vous allez mettre pour vous habiller tous les deux. Et imaginons, je sais pas, j'ai 1 minute, ils disent 1 minute, on met le chrono 1 minute et les enfants gagnent si c'est pas le premier qui a fini de s'habiller, mais une fois que le premier a fini de s'habiller, il aide aussi celui qui aura peut-être plus de difficultés à mettre un pull ou quelque chose, avec cette idée de en fait la victoire elle est commune, on gagne ensemble ou on perd ensemble, pour essayer de leur apprendre à aussi s'entraider. Il y a aussi de super jeux de société collaboratifs hein, qui se développent de plus en plus. Euh, Ce qui peut être aussi bien des fois, c'est justement de valoriser quand ça va bien et qu'ils ont réussi à faire les choses ensemble, hein, vous deux, vous avez tout rangé, c'est un vrai travail d'équipe. Il y a aussi un certain nombre de lectures aussi qui peuvent faire du lien aussi sur cette relation, cette possibilité de poser ses limites, de dire non et de se faire respecter. Euh, Je partage aussi cette pelote de laine. Certains connaissent peut-être à 180 degrés aussi. Donc c'est aussi l'emblème dans les photos. Euh, c'est que dans une pelote de laine, eh bien, il y a deux bouts. Euh, et en fait, dans une relation, chacun tient un bout de la pelote de laine. S'il y a un frère, une sœur ou deux frères, ils tiennent chacun un bout. Et quand il y en a un qui tire sur la pelote, eh bien, il y a une réaction en face. Soit ça va être très réactionnel, soit plutôt passif, mais chacun tient un des deux bouts de la relation, donc de la pelote de laine. Et quand on est parent, on est en dehors en fait de cette relation qui se joue entre les deux. Et quand on intervient, eh bien, le risque, c'est de faire des nœuds relationnels et d'envoyer des messages implicites, comme je le disais, en voulant bien faire, en voulant faire en sorte que les choses s'apaisent, et bien parfois, on génère l'inverse de la première intention. Et encore une fois, quand nos interventions permettent d'aider et d'apaiser, c'est pas un souci, puisqu'on peut se dire que ça fonctionne, mais c'est plutôt que lorsque aussi nos interventions, et en même temps, ça veut dire qu'on prend en charge quand même la relation, mais j'ai envie de dire, quand ça fonctionne, au moins, ça a du sens, mais quand ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il va falloir redonner la main hein, sur chaque acteur qui tient un bout de la pelote. Voilà, j'ai fait mon petit sprint. Écoutez, moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est peut-être aussi de recueillir vos réactions, de pouvoir échanger s'il y a des choses qui vous ont interpellé ou au contraire, qui vous dites, voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas vu comme ça. Partagez peut-être aussi des expériences. Bien évidemment, quand on partage une situation, comme vous avez pu la voir, on la décrypte. Donc, on ne peut pas toujours tout transversaliser, mais ça permet aussi quand même de changer des fois peut-être de lunettes sur certaines situations. Merci beaucoup, Barbara. Comme je vous l'ai précisé en introduction, pardon, j'essaie de faire deux choses en même temps. Comme je vous l'ai précisé en introduction, vous aurez le replay. Alors, on a une question effectivement qui a été mise dans la conversation. Si vous voulez rajouter des questions dans la conversation, n'hésitez pas. Si vous voulez lever la main, tous les formats sont possibles. Donc, on a une question de Mathilde qui nous dit à partir de quel âge, en fait, pour les propres solutions. Et par exemple, effectivement, si on a des enfants qui sont petits, à savoir un 4 ans qui pousse, hein, parce que c'est un moyen, entre guillemets, à la crèche, et un enfant qui a 1 an et demi et donc qui n'a pas la parole pour pouvoir s'exprimer, exprimer ses émotions. Voilà.
comment on fait? Bah, effectivement, là, on va pas pouvoir solliciter de la même manière l'enfant d'1 an et demi qui va être plutôt pas passif dans le fait où il réagit, il ressent des choses, hein, mais il pourra pas être porteur de solutions. Et c'est ce que enfin, d'une certaine manière, bah, le parent, bah, quand il y a un risque, etc., bah, c'est vrai qu'il va devoir des fois un peu plus intervenir en disant je vais faire quelque chose qui ne plaît pas, mais en fait, quand je te vois faire ça avec ton frère, pour moi, il y a trop de risques. Et donc, on va intervenir. Et ça veut dire qu'il faut enfin, réussir à, encore une fois, à prendre les moments un petit peu à part, euh, en dehors de enfin, quand on n'est pas quand ça vient de se passer, pardon, je vais y arriver, mais aussi ce que je disais, voilà, les livres aussi peuvent être des fois de super bonnes ressources pour essayer aussi de rééquilibrer, aussi d'aborder les choses, de mettre des mots sur des situations qui peut être compliquées, quoi. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas, bien évidemment, que là, on voit bien que, entre guillemets, un enfant qui a 1 an et demi, bah, il tient un bout de la pelote, mais en fait, il peut pas, en interaction, il va la subir, quoi. Et donc là, en fait, ce qui est important, en fait, j'ai vu passer la deuxième question, mais je Oui. ne vais pas l'anticiper. Mais en fait, ce qu'il faut bien dissocier, c'est pour ça que je l'ai précisé, c'est que bien souvent, les situations, moi, qui me sont amenées quand même au sein d'une fratrie, ce sont des situations où il y a une escalade symétrique. C'est-à-dire que globalement, je te mets mon petit coup, mon petit coup en douce, bah, je vais te le rendre autrement, etc. Il y en a qui sont plus, qui arrivent à mettre des petits coups un petit peu plus invisibles que d'autres. Et donc, il y a celui qui crie, il y a celui qu'on voit, il y a celui qui pleure, mais c'est pas forcément celui qui pleure qui n'a pas provoqué aussi une situation. Donc, c'est pour ça que moi, je passe du temps à décrypter les situations et que tout n'est pas forcément transposable, hein. Euh, mais cependant, voilà, quand il y a une espèce d'équilibre qui se trouve comme ça, c'est pas tant d'autoriser la violence, mais c'est se dire, en fait, c'est est-ce que mes interventions permettent de limiter cette escalade-là? Et si c'est le cas, ce que je disais, bah, de rien changer. Si j'interviens en disant, non, moi, chez moi, ça se bat pas, nanana, vous réglez comme ça, et que ça fonctionne ou qu'ils trouvent leur propre solution, c'est pas un sujet. Les situations que je vous pose, c'est quand on vient me voir, c'est que bah, souvent, on a déjà essayé de dire, la violence, c'est pas OK, je suis pas d'accord avec ça, tu règles pas les choses comme ça, nanana, nanana, et que malgré ça, eh bien, ça ne fonctionne pas. Quand je vous donnais l'exemple, l'arbitre est forfait, ils étaient les deux, ils étaient assez chauds, hein, les deux ados là que le papa me racontait. Et lui, ce qu'il craignait bien évidemment, c'était de se dire, mais si je les laisse, mais ils vont finir vraiment par s'entretuer. Et donc, plus il intervenait, plus les enfants montaient en modalité d'agressivité entre eux. Euh, et donc, quand il a fait le mouvement inverse de dire c'est OK, mais par contre, moi, je veux plus être associé, en fait, enfin, je veux pas le subir, quoi. En fait, vous avez du mal à vous réguler, je veux sortir du jeu, eh bien, ça générait vraiment quelque chose de différent parce que réellement, les tensions, les disputes se sont apaisées. Donc, c'est pas l'idée de recourir à la violence, ce serait assez bizarre de promouvoir ça, mais quelque part, c'est très différent de se dire, bah, plus j'essaie de contenir quelque chose, plus ça génère l'inverse et plus ça génère plus de violence. Et donc, on a beau avoir des fois une intention parentale, et on le voit d'ailleurs souvent là, dans les cas que j'ai mis, il y avait souvent quelque chose de très fort de tout sauf ça. Je veux que mes enfants s'aiment, je veux qu'ils se respectent. OK, mais encore une fois, de forcer la relation, d'expliquer à 2 enfants comment ils doivent s'aimer et se comporter, c'est pas si facile en fait dans les faits. Et ça génère souvent l'inverse de ce que l'on souhaite. Et c'est là-dessus, pour moi, qu'il faut observer. Si après ils arrivent à réguler les choses, c'est pas un souci, voilà. Mais c'est important. Et donc, ce qui est différent, du coup, je file, hein, je précise parce qu'effectivement, j'ai pas mis forcément de cas comme ça. Ce qui est très différent si vous avez un enfant, parfois, même quand il y a c'est pas forcément voilà, une fratrie un peu plus importante, mais ça peut être même avec 2 enfants. Parfois, vous avez un enfant qui est vraiment en difficulté relationnelle avec son frère, sa sœur, peu importe. Euh, et donc, ça veut dire que c'est un enfant, quand on observe, on va avoir, si on dit au grand frère, je schématise, hein, au grand frère ou la grande sœur, dire hey, calme-toi, arrête, c'est pas cool, etc. Tu vois bien que ton grand frère, c'est difficile pour lui, etc. Le grand frère, je ne sais pas s'il va vraiment bouger, en fait. Le travail qui est fait à ce moment-là, c'est plutôt de se mettre à côté de l'enfant, que ce soit le petit frère, grand frère, on s'en fiche, mais de l'enfant qui est en difficulté relationnelle pour lui permettre de développer des ressources pour gérer un petit peu mieux les interactions qui lui posent problème. Mais si on se met entre les deux, en fait, quand on se met entre les deux en disant arrête de faire ceci, arrête de l'embêter, arrête de là, eh bien, encore une fois, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans leur interaction, mais des fois, ça génère vraiment l'inverse. Donc, si on voit un enfant qui est en difficulté, oui, c'est hyper important de se mettre
aux côtés de l'enfant, mais pas entre lui et le monde, en fait. C'est quand même très différent dans la posture. Bien évidemment, on essaie de faire en sorte d'apaiser les souffrances, et surtout quand les enfants les expriment et qu'on les voit en difficulté relationnelle. Et, et- et, euh, et quand on est capable aussi de s'entraîner avec son frère, sa sœur, ben, encore une fois, pour des enfants, des fois, parce que certains rencontrent des difficultés relationnelles dans la cour de récréation, mais un peu moins, parce qu'à l'école, à la maison, des fois, justement, ça devient un peu explosif. Ils ont tellement contenu, parce que c'est dur, des fois, les relations, qu'à la maison, ça finit un peu par exploser. J'ai un peu anticipé, désolée, Julie. Je ne sais Pas pas de si j'ai problème, répondu. Barbara, pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je vais en rajouter une. Est-ce que cette notion de dispute entre les enfants est aussi une problématique d'attention du parent, ou en tout cas de volonté d'attraction, oui, de volonté d'attirer l'attention, voilà, ou l'amour d'eux. Enfin, je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça. Redites-moi, En fait, pardon. ça rejoint votre premier cas, qui est de dire l'idée, c'est pas de donner la même chose à tout le monde. Mm. Voilà. Est-ce qu'à l'inverse, du côté des enfants, le fait de se disputer pourrait être une traduction de la volonté d'attirer l'attention du Ouais. parent sur soi, et voilà. Ouais, je l'ai zappé cette slide, je m'excuse. En fait, je me suis rendu compte, enfin, j'ai été au bout d'un moment vite là, je suis pas revenue dessus. Avec cette idée que parfois, effectivement, certains enfants aussi, enfin, c'est une manière des fois d'attirer l'attention, ou si on nous a fait mal, etc., on vient, on va rechercher du réconfort. Et donc, donc, du coup, c'est aussi de s'intéresser quand il y en a un qui a pris un coup aussi, c'est quand même d'essayer de le soigner. Mais comme je le disais avec la petite Léa, je crois. Et ben elle avait compris que quand en fait elle venait se plaindre, elle avait une attention toute particulière, et d'autant plus qu'elle obtenait encore plus que ce qu'elle aurait pu avoir seule en passant par sa maman. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi une annonce qui a été faite à cette petite nanette par la maman pour dire voilà, je vois bien que enfin, je n'interviendrai plus parce qu'en fait, c'est pas génial, et qu'en même temps, elle savait aussi bien provoquer son frère et qui finissait par exploser, hein. Moi, des enfants que je peux parfois accompagner justement aussi pour apprendre à réguler, hein, Mhm. différemment, mais qui contiennent parce que voilà, bah, à un moment donné, ça explose, quoi. Et quand ça explose, souvent, c'est un petit peu compliqué, quoi. Hein, c'est plus visible, en tout cas, c'est plus réactionnel. Alors que si effectivement, on accompagne, c'est différent. Alors, on a une question de Corinne. Hop, qui nous dit cette fameuse phrase: tu es le grand, tu dois montrer l'exemple. Je pense que ça parle à tout le monde. J'ai détesté l'entendre enfant, mais je me rends compte que je la dis aussi à mes enfants. Est-ce que vous avez un outil à la place? Un outil à la place, non. Mais en fait, moi, je crois que surtout que, enfin, il faut que je réfléchisse en même temps que je vous parle, hein, donc ça va être dur pour moi. Mais en fait, je crois que, vous voyez, quand on a cette intention de dire tu es grand, etc., soit dans ton rôle de grand ou de grande, c'est qu'on a l'intention qui change de comportement. Vous voyez, on induit ça, en fait. On le dit parce que, en fait, on veut du calme, on veut que ça s'apaise, on veut que ce soit relax, quoi. Et en fait, et on sait que les frictions, les querelles au sein de la fratrie, ça peut nous vraiment faire beaucoup de bruit, ça peut mobiliser. Et c'est pour ça que j'ai là comme ça, euh, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire ou faire à la place plutôt que de dire Non, mais c'est peut-être ce que vous disiez, Barbara, c'est plutôt de parler aux petits. ouais, voilà, pour moi, c'est ça. En disant voilà ce que toi Tu tu prends peux des faire risques en fait. Voilà. Parce que oui, le petit, il faut qu'il prenne conscience que bah, quand vous n'êtes pas toujours là, qu'on ne pourra pas toujours intervenir pour le défendre à bon escient, que parfois en plus on le fait de manière très injuste. Donc effectivement, en reparlant, merci Julie de faire mon petit lien, mais oui, oui, bah, c'est ça, c'est effectivement de repartir sur l'enfant qui Ouais. aussi générait ça. Oui, parce que de relation, on est deux, donc c'est toujours Mm. pareil. Alors, une question d'Oriane. Un bébé qui vient de naître, le grand frère de 3 ans ne cesse de lui manipuler trop fort la tête, de vouloir s'asseoir sur lui. Voilà, Mm. et pareil, est-ce que, évidemment, on répète les consignes et ça ne marche pas, et sur un Ouais. enfant de 3 ans, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est Mm. aussi compliqué. Voilà. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on Comme ça, peut... j'ai pas de choses miracles. Ce que je disais un petit peu, enfin, la difficulté, c'est qu'effectivement, quand il y a un nouveau-né, bah, en fait, il va falloir quand même le mettre en sécurité et de faire en sorte. Mm, Donc, ça veut dire qu'il y a parfois le parent qui va peut-être devoir intervenir mm. pour la sécurité de l'autre enfant,
là, le bébé qui n'est pas en capacité, et donc de peut-être devoir intervenir pour éviter qu'il se passe quelque chose et après travailler la relation. Autrement, quand je disais, enfin voilà, parfois aussi porter de l'attention sur l'autre enfant en disant, voilà, je vois bien que tu es hyper contrarié parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ton petit frère, ta petite sœur. Elle a eu du mal à boire. Mais maintenant, comment je peux me redégager du temps pour toi? De quoi toi, tu aurais besoin maintenant? Comment on peut passer un petit moment qui serait OK pour toi? Voilà. Mais mais effectivement, enfin, voilà, on sait que parfois il y a des objets qui sont lancés, il y a des petites initiatives qui peuvent être très très mignonnes, mais comme des réactions qui mobilisent, quoi. Et donc là, pour le coup, c'est aussi de savoir mettre en sécurité. Mais de reporter l'attention quand on peut, mais enfin, encore une fois, moi, je ne cherche pas non plus à culpabiliser, parce que parfois c'est aussi très compliqué, enfin, on fait comme on peut, surtout quand on a un enfant, un jeune nourrisson, donc je veux pas, enfin, voilà, je veux pas prendre de raccourcis non plus, parce que j'aime bien, moi, bien comprendre bien les situations aussi pour y répondre de manière plus ajustée. Oui, c'est Céline qui complète en disant créer des situations safe en sécurité pour permettre l'interaction et assouvir le besoin de contact, en Ouais. fait, parce qu'effectivement, Ouais. Je rejoins Céline, c'est Ouais. plus sa force et ses émotions qu'il ne maîtrise pas parce qu'à 3 ans, on ne sait pas faire et qu'il faut effectivement canaliser. Merci beaucoup pour ce complément. Ouais, Est-ce merci, qu'il y a une complètement. dernière question? Est-ce que c'est bon? Patiente un tout petit peu le temps de vous laisser taper s'il y a une dernière question. Bon, écoutez, a priori, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles questions. Je voulais vous remercier, Barbara, pour votre intervention. Vous Merci à vous. remercier tous et toutes pour votre participation et puis pour vos questions, toujours très pertinentes. Voilà, il nous reste juste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, voilà, une très belle semaine. Et encore une nouvelle fois, vous aurez le replay. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir, si vous avez dû vous interrompre, etc., d'avoir l'intégralité de l'intervention. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et Merci à vous aussi. au prochain webinaire pour ceux qui voudront y participer. Voilà, merci. Bonne journée. Bonne journée à tous.